Alors, bonsoir. Nous allons commencer. Je suis Alexandra Pierre, la présidente de la Ligue des droits et libertés, et je vous souhaite la bienvenue à ce troisième webinaire sur les droits humains et la COVID. On a maintenant 78 participantes avec nous, donc je suis vraiment très contente de vous voir aussi nombreuses et nombreux encore une fois ce soir. Vous le savez maintenant, pour celles et ceux qui étaient avec nous au dernier webinaire, nous commençons toujours par dire quelques mots sur le territoire sur lequel nous nous trouvons, nous étant à la Ligue. Dans son travail de promotion et de défense des droits humains pour tous et toutes, la Ligue des droits et libertés s'est donnée comme mission de sensibiliser les populations allochtones aux enjeux liés à l'autodétermination des peuples autochtones. C'est pourquoi nous tenons à chaque webinaire à reconnaître que nous sommes ici en territoire autochtone non cédé, Tiohtià:ke, Montréal, qui est historiquement reconnu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et également aujourd'hui lieu de rassemblement pour une population autochtone diversifiée avec plusieurs autres communautés qui y habitent également. C'est donc dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les populations autochtones et les autres communautés de Montréal. Toujours dans cette même tradition, je vais quand même vous parler quelques minutes de la Ligue des droits et libertés très rapidement. La Ligue a été fondée en 1963. Elle a bientôt 60 ans, qu'on compte bien fêter en grand si la COVID nous laisse un peu tranquille. La mission de la Ligue vise à faire connaître, à défendre et à promouvoir l'universalité, l'indivisibilité et l'interdépendance des droits qui sont reconnus dans la Charte internationale des droits. Ces activités sont nombreuses à la Ligue. On intervient auprès des instances gouvernementales pour dénoncer des situations de violation de droits, mais aussi on fait de l'information, de la formation et de la sensibilisation comme ce soir. Et de même que des campagnes pour faire connaître le plus largement possible les enjeux de droit. Je vous invite, pour en savoir un peu plus, à visiter notre site web et aussi à devenir membre, notamment pour recevoir nos infolettres et nos revues qui approfondissent des enjeux de droits humains 2 fois par année. Alors, commençons ce panel. Depuis le début de la pandémie, on se rend compte que certaines personnes, certains travailleurs, travailleuses, notamment certaines travailleuses, sont plus à risque que d'autres. Ils et elles courent plus de risques d'accident de travail, de perte d'emploi, de contamination par la COVID ou d'avoir des revenus insuffisants à cause de toutes ces situations. On constate donc que le droit à la protection sociale est largement malmené en ces temps de COVID. Mais la question qu'on se pose ce soir, c'est, ça se passe en temps de COVID, mais est-ce que c'est vraiment nouveau? Qu'est-ce qui a vraiment changé depuis le début de cette pandémie? Quelle voie est-ce qu'on peut prendre pour défendre réellement le droit à la protection sociale dans ce contexte? Sans en dire plus, je vais vous laisser entre les mains de notre animatrice Martine Letarte pour discuter de toutes ces questions. Bon panel! Merci, Alexandra. Je suis Martine Letarte, je suis journaliste indépendante. J'écris pour toutes sortes de publications, que ce soit la presse Québec Science, Le Devoir, Reflet de Société, entre autres. C'est vraiment avec plaisir que je suis ici ce soir. Troisième webinaire déjà de la série Droits humains et COVID-19, quelle perspective? Donc, c'est organisé par la Ligue des droits et libertés. J'en profite tout de suite pour vous dire les prochains. Donc, il reste dans 2 semaines, ce sera Santé publique dévoilée. Le 7 avril, outils numériques et services publics. Et la grande finale, le 21 avril, ce sera sous le thème de racisme systémique révélé. Donc, revenons à nos moutons. Donc, ce soir, le droit à la protection sociale. Donc, est-ce un droit nouveau? C'est un peu, la COVID, effectivement, est venue un peu changer nos questionnements, nos perspectives par rapport à ça. Effectivement, la COVID a amené
beaucoup de travailleurs à voir leur quotidien, leur équilibre des fois fragile, vraiment bouleversé. Donc, ça a ébranlé le commerce, ça a ébranlé l'industrie, ça a ébranlé l'emploi. Par contre, c'est certain que oui, il y a des gens qui ont travaillé comme des fous pendant ce temps-là, qui se sont mis à, le commerce en ligne, c'était donc super important, super occupé. Mais il y a aussi quand même beaucoup d'emplois qui ont été perdus. Donc, les sans-emploi de la COVID ont cherché une protection économique parmi les mécanismes connus comme l'assurance-emploi. Ils ont quand même découvert que les mécanismes classiques de la protection sociale excluent souvent plus qu'ils n'incluent. Donc, la précarité de l'exercice contemporain de l'emploi ne fait pas toujours bon ménage avec les protections sociales classiques. Donc, on va en discuter. Évidemment, on pense à la PCU. Donc, est-ce qu'elle est annonciatrice de grandes transformations en matière de protection sociale au Québec, au Canada? Est-ce que ce serait, par exemple, un banc d'essai pour un programme de revenus garantis? Est-ce que ça viendrait changer des choses là, dans les principes qui sont issus du cadre de référence des droits humains? Est-ce qu'il faudrait faire confiance à une loi de budget pour protéger le droit à la protection sociale? Donc, c'est des grandes questions. Pour nous aider à y voir plus clair, on a la chance d'avoir 3 invités ce soir. Donc, Marie-Pierre Boucher, qui est sociologue, professeure au département de relations industrielles de l'Université du Québec en Outaouais. Ensuite, Maxime Boucher, qui est coordonnateur du groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec. Enfin, Lucie Lamarche, qui est professeure de sciences juridiques à l'Université du Québec à Montréal et sur le conseil d'administration de la Ligue. Donc, voilà. Donc, nous sommes diffusés, je vous le rappelle tous, on est en simultané sur la page Facebook de la Ligue des droits et libertés et le webinaire y restera. Ensuite, vous allez pouvoir poser des questions donc dans la boîte de clavardage. Si jamais c'est trop, vous voyez trop de trucs passer, vous pouvez aussi la fermer. Pas obligé de voir toujours ça, parce que souvent, ça suscite beaucoup de questions, commentaires. Puis, c'est ça. Donc, pour faciliter justement la gestion de tout ça, si vous avez vraiment une question claire à poser, question, 2 points, votre question. Comme ça va faciliter notre travail pour essayer d'attraper les questions au vote. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la première panéliste de la soirée, donc Marie-Pierre Boucher, qui est professeure au département de relations industrielles à l'Université du Québec en Outaouais. Sociologue critique, elle s'intéresse aux inégalités, à la segmentation et au statut d'emploi, à la division sexuelle du travail, à la marchandisation des activités sociales et aux politiques sociales, en particulier à leur fiscalisation. Donc, elle est membre du groupe interuniversitaire et interdisciplinaire de recherche sur l'emploi, la pauvreté et la protection sociale. Elle est membre aussi de l'équipe de recherche Travail et société de l'UQO. Donc, sans plus tarder, Marie-Pierre, c'est à vous. Voilà. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation et vraiment salut aux personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps, que ça me fait plaisir de voir par les petites fenêtres. Je dois vous dire que j'ai quand même longtemps résisté à la question que la Ligue nous a soumise, mais je me lance. Je vais surtout parler du point de vue des mesures qui ont été mises en place par le fédéral dans le contexte de la COVID à partir de celle-ci, donc de réfléchir sur la potentialité ou les potentialités de nouveautés en termes de droit à la protection sociale et donc surtout à partir de la prestation canadienne d'urgence. Alors, pour le dire d'emblée, bien sûr que la prestation canadienne d'urgence est une patente nouvelle, mais vraiment pour décortiquer la question, il faut distinguer le contexte, la mécanique et l'esprit. Et je vais commencer par l'esprit, juste pour vous dire quand même que en arrière-fond, je parle de 2 lieux, dont un que je vais mobiliser davantage. Donc, premier lieu, l'articulation pluriséculaire entre protection sociale et
travail dont témoigne la tendance à l'activation de la protection sociale depuis les 30-40 dernières années, donc j'y reviendrai tantôt. Et l'autre horizon d'où je parle, c'est celui du revenu de base et ou par rapport à la tendance à la fiscalisation de la protection sociale. Donc, on va voir que ces deux éléments-là tissent un peu mon intervention. Alors, je l'ai dit, je commence par est-ce qu'il y a un esprit nouveau qui se révèle dans notamment les mesures qui ont été mises en place par le fédéral dans le contexte de la COVID. Et je vais vous le dire d'emblée, moi, je considère que par rapport à l'esprit, à certains égards, il n'y a pas tellement de nouveautés, c'est-à-dire qu'on a maintenu la grande distinction la grande distinction qui concerne les catégories d'ayants droit, c'est-à-dire cette distinction entre les actifs et les inactifs, les inactifs étant les personnes qui, pour des raisons d'âge, le plus souvent, sont considérées comme ne devant pas ou n'étant pas des parties de la population active. Donc, pour celles-ci, la protection sociale prend à certains égards la forme du soutien du revenu et peu d'interventions à cet égard-là au moment de la COVID. Sinon, comme vous le savez, là, la bonification de certains montants de prestations courants, l'allocation canadienne pour enfants, 300 $ par enfant, de suppléments COVID. Pour les personnes âgées, bonification des deux principaux régimes et le crédit de la TPS dont le montant a été doublé. Donc, des montants forfaitaires strictement égaux pour ces catégories d'ayants droit inactifs comme mesure de soutien du revenu. Maintenant, quand on arrive aux actifs, c'est-à-dire ceux et celles qui auraient perdu leur emploi ou leur source de revenus liée à leur travail, on a mis donc en place des mesures de sécurité du revenu. Donc, l'esprit de cette grande distinction entre sécurité du revenu et soutien du revenu s'est maintenu. Il fallait d'abord le souligner. Ce qu'il y a de nouveau, donc, se tient dans, et j'en arrive à la nouveauté qui me fait glisser du côté du contexte et de la mécanique. Donc, le contexte d'abord, celui que moi, je considère être quand même un contexte d'exception et d'urgence. Donc, les deux éléments que je retiens. Pour ceux et celles actifs, problème quand même important lié au trou du programme courant d'assurance-emploi. Là, je rappelle quand même que la majorité des chômeurs-chômeuses n'étaient pas indemnisés à l'assurance-emploi, donc moins de 40 % des chômeurs étaient indemnisés. Donc, grande lacune de cette mesure de protection du revenu. Et donc, la COVID arrive et il faut répondre d'urgence à cette importante lacune. Il faut y répondre d'autant plus, à mon avis, et c'est un élément, je considère nouveau dans le contexte, là, le taux d'endettement des ménages qui, pré-COVID, était à hauteur de 170 % au Canada. Donc, urgence de mettre en place une mesure contracyclique ou néo-keynésienne pour limiter les effets en cascade que pourrait avoir ce phénomène contextuel du taux de surendettement des ménages. Maintenant, un autre élément, je vais glisser vers la mécanique, mais je vais rappeler quand même deux éléments nouveaux qui relèvent de l'esprit de la protection sociale. Premier élément, couverture. La PCU s'adresse aussi aux travailleurs et travailleuses indépendants, ce qui est quand même nouveau et important. Moins nouveau pour les Québécois et Québécoises habitués au régime québécois d'assurance parentale, mais quand même nouveau à l'égard du régime canadien de protection sociale. Autre nouveauté qui concerne des revenus de remplacement à hauteur du seuil de pauvreté, seuil désormais officiel au Canada et qui a été déterminé dans la première stratégie de lutte contre la pauvreté du fédéral. Et là, je glisse dans la mécanique, il s'agit, en fait,
la PCU, je l'ai dit, c'est une mesure qui est nouvelle, mais quand on regarde chaque élément, c'est-à-dire sa mécanique, il n'y a pas tellement, tu sais, les éléments ne sont pas nouveaux en eux-mêmes, c'est l'amalgame de ces éléments-là en remplacement de la mécanique de l'assurance chômage qui fait de la PCU une nouvelle mesure qui est aberrante ou surprenante dans le contexte de la protection sociale canadienne. Et par exemple, cette idée d'un revenu de remplacement à hauteur du seuil de pauvreté, c'est intéressant, c'est nouveau, c'est un peu du jamais vu, mais c'est surtout relativement aberrant par rapport au rôle de l'assurance-emploi qui est un régime contributoire et qui vise à remplacer le revenu à hauteur du revenu précédent, c'est-à-dire en fonction du revenu gagné sur le marché du travail. Donc, là, je suis dans la mécanique. Ce qui est nouveau, donc, c'est cette importation du principe de la démo-subvention, c'est-à-dire des montants strictement égaux, forfaitaires, qui est la manière dont on soutenait le revenu pré-fiscalisation. Donc, c'est des vieilles manières de faire à la protection sociale et on ramène le principe de la démo-subvention pour une mesure d'aide aux chômeurs, chômeuses et travailleurs, travailleuses indépendantes qui ne parviennent pas à gagner leur vie. Ensuite, c'est pas nouveau que ça soit une mesure individualisée ni qu'elle soit imposable, mais c'est pas fréquent. C'est pas nouveau pour le chômage, mais c'est nouveau par rapport à une démo-subvention. Ce qui n'est pas nouveau, ce qui est bien connu, c'est l'interdiction de quitter volontairement son emploi. Et ce qui est nouveau, mais pas nouveau, ou en tout cas, il y aurait des choses à dire, c'est la possibilité de cumuler des revenus de travail. Donc, là, je vous parle de la PCU deuxième mouture là, qui permettait, en plus du 500 $ par semaine, d'aller chercher jusqu'à 1 000 $ par mois de revenus de travail qui s'ajoutait donc aux revenus de base. Et donc, le nouveau, c'est cet amalgame de nouveaux, d'anciens dans une mesure qui s'adresse aux chômeurs, chômeuses ou aux travailleurs. Et quelles leçons, là j'arrive vers ma conclusion, quelles leçons on peut en tirer? Est-ce que ça c'est annonciateur d'un nouveau droit à la protection sociale au Canada, dans la mesure où on tirerait les leçons de cette PCU, et de ses dérivés jusqu'à maintenant? Si on devait en tirer les leçons pour un nouveau droit à la protection sociale, quelles leçons on retiendrait? J'en retiens 3. Celle qui me ramène au premier point, qui consisterait à universaliser la catégorie d'ayant droit, donc d'abolir la distinction entre apte et inapte. On pourrait discuter des effets pervers que ça pourrait induire par rapport aux différentes situations des personnes. Mais toujours est-il qu'il y aurait d'abord un principe d'universalisation qui pourrait s'appliquer. Ensuite, on maintiendrait l'idée d'une garantie de revenus de base à hauteur du seuil de pauvreté et on autoriserait le cumul avec d'autres revenus. On autoriserait, puisque c'est une des caractéristiques du revenu de base, à quitter son emploi pour n'importe quel motif, ce qui est quand même important pour différentes raisons qui sont liées cette fois à la qualité de l'emploi et au rapport de force entre travailleurs et employeurs. Et dernier élément, on devrait être plus explicite sur les conditions d'admissibilité à la mesure afin de limiter les erreurs ou les surprises de trop perçues, comme on l'a vu avec la prestation canadienne d'urgence qui commence à... surprise qui arrive depuis la fin de novembre environ, puis qui vont peut-être aussi popper de nouveau dans le contexte de la production des rapports d'impôts. Ça laisse entier le problème de l'articulation entre le droit à la protection sociale et le travail, c'est-à-dire le problème qui est, en fait, ça laisse entier ce qu'était la réalité ou l'esprit de l'assurance-emploi, c'est-à-dire le fait que ce soit un régime contributoire. Il était troué, mais
bref, il y a quand même des éléments là qui restent à réfléchir pour la généralisation, même pour les chômeurs-chômeuses, de l'esprit du revenu de base. Et dernier élément, parce que j'ai oublié de le mentionner, mais je considère quand même que la PCU a pu être une mesure d'exception, d'urgence aussi généreuse, parce que les gens, pour une fois, par rapport à la protection sociale et donc au droit à la protection sociale, n'étaient pas tenus de travailler. Et ça, c'est surtout là, vraiment dans l'urgence de la première période de confinement, c'est-à-dire que les gens qui avaient perdu leur emploi ou qui étaient tenus de ne pas sortir de chez eux, de ne pas aller se trouver un autre emploi. C'est vraiment dans ce contexte de « il ne faut pas travailler » que je pense que la mesure a pu être aussi généreuse et accessible, ce qui laisse donc entier le problème de si on gardait ou on maintenait la mécanique et l'esprit d'une PCU universelle. Qu'en est-il de la discipline au travail, qui est quand même un élément structurant et limitant du droit à la protection sociale? Puis là, ben, la question, elle est ouverte. Est-ce que les résultats des expérimentations que l'on connaît jusqu'à maintenant du revenu de base nous font maintenant pencher du côté de, ben oui, il n'y en aura plus de problème. Les gens, de toute façon, même s'ils jouissent d'un revenu de base, vont continuer à aller chercher un supplément de revenus ou d'épanouissement ou de, quelles que soient les raisons, sur le marché du travail. Voilà, je pense que je n'ai pas trop... Ah bon, merci Marie-Pierre, c'était parfait. Donc, c'est le temps. J'ai déjà vu quelques questions entrer. Si ça a suscité d'autres... toutes sortes de questionnements chez vous, cher public. Donc, c'est le temps. Question 2 points, allez-y. Mais j'en ai une déjà que j'ai vu passer, c'est vrai. Vous avez parlé du concept de démo-subvention. Donc, voilà, il y a une participante qui se demandait qu'est-ce que c'était. Oui, bon, c'est les jargons de spécialistes. Une démo-subvention, c'est ce qu'on connaissait dans la première mouture de l'allocation universelle, par exemple, de l'allocation familiale, par exemple, c'est-à-dire c'est un revenu strictement égal à toutes les personnes qui sont dans la situation X, qui donnent droit à. Donc, vous avez un enfant, il a 2 ans, il est né, et donc ça vaut tant. Puis, donc, la PCU est une démo-subvention, c'est-à-dire vous avez perdu votre emploi, vous avez prouvé que vous étiez suffisamment attaché au marché du travail puisque vous avez gagné au moins 5 000 $ au cours des 12 derniers mois. Vous avez droit à un revenu strictement égal de 500 $ par semaine. Parfait. Donc, dans le fond, c'est ça. C'est peu importe le revenu, c'est ça. C'est ça, sans égard au revenu, entre autres. Au moment du versement, effectivement, c'est sans égard au revenu. Ensuite, après, selon les diverses mécaniques, mais celle-ci, il entre dans les revenus imposables, tout simplement. Parfait. J'en vois une autre entrée qui dit qu'en est-il au juste de l'interdiction de quitter son emploi maintenant? Donc, c'est ça. J'imagine qu'il n'y a pas de bonne raison. Vraiment, on ne peut pas avoir d'assurance chômage si on quitte son emploi de son propre chef. C'est ça? Oui. C'est ça. Bon, moi, j'ai envie de revenir aussi sur vos 2 catégories tu sais, qu'on parlait des actifs et des inactifs. Je trouve que c'est important quand même parce que c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler on dirait que ces inactifs-là, on les met dans la catégorie, je ne sais pas moi, vieux retraités qui ont de l'argent, je ne sais pas. Mais dans le fond, l'idée, c'est tu sais, que quelque chose de plus inclusif amènerait à ces retraités, par exemple, qui n'ont pas de revenus suffisants. Est-ce qu'on pense à l'aide sociale? On pense aux gens qui ne sont pas à la recherche d'emploi, c'est ça? Donc, à tous ces gens-là qu'on pourrait inclure dans un programme plus universel? Ça dépend d'où on regarde, mais grosso modo,
le noyau, enfin, il faut voir si ça changerait beaucoup pour les, par exemple, on a les deux pôles, hein, l'allocation canadienne pour enfants et les allocations familiales et les régimes pour les personnes âgées, les revenus de base pour les personnes âgées. Ils sont déjà relativement universels, ces programmes-là. Ils sont tout simplement fiscalisés, c'est-à-dire que les personnes qui, par exemple, ont des REER puis, ou ont des très bons fonds de pension, de fonds de retraite de leur employeur, ne touchent pas les revenus de base puisqu'ils ont leurs revenus en propre qui leur assurent une bonne qualité de vie. Le noyau qui... Donc, les inactifs, en fait, ont été, dans le contexte de la COVID, on a tenu pour acquis que leur situation économique avait peu varié, ce qui n'est pas toujours le cas, et notamment à l'aide sociale. Et donc, c'était more the same. Ils n'avaient pas été menacés par le contexte. Et de ce fait-là, donc, on a seulement légèrement majoré leurs revenus en leur disant, bon, mettons, ils vont s'acheter du Purel, puis ils vont faire livrer leur épicerie. Mais le noyau donc, de l'intervention est tourné autour de la catégorie des actifs et donc du bouleversement de l'activité économique normale. Et c'est parce que pour une fois, les actifs étaient tenus de ne pas travailler, qu'on a pu faire éclater les catégories disciplinaires qui structurent et limitent le droit à la protection sociale. Et du coup, l'enjeu, c'est peut-être pas tellement d'universaliser le revenu de base aux deux extrêmes où, grosso modo, il y a déjà une garantie de revenu de base, même si elle est modulable et il y aurait beaucoup de choses à dire, mais bien l'enjeu de l'universalité au cœur de la population en âge de travailler, donc notamment les distinctions entre chômage, chômeuse, sans chèque et personnes à cité sociale ou les situations d'interruption pour maladie, soins aux proches. Donc, c'est vraiment le cœur de l'intervention qui est sur les personnes en âge de travailler qui bouleverse la donne et qui nous permet de se demander si les cartes sont rebrassées ou seulement d'une manière exceptionnelle ou si on en tire des leçons pour repenser la protection sociale avec non pas seulement le contexte de la COVID en arrière-fond cette fois-ci, mais le contexte du faible taux de chômage, de la transformation de l'économie qui était dans l'ère pré-COVID. Est-ce que donc on peut se permettre de revenir à une période relativement généreuse à la protection sociale? Est-ce qu'on continue dans l'esprit où on était, qui est celui de la fiscalisation? Je ne sais pas ça, j'ai envie d'ouvrir cette porte-là toute grande, Lucie. Mais voilà. Vous avez parlé de quelles leçons on doit apprendre de cette pandémie-là. Bon, c'est pas encore fini, hein, on commencera pas à en parler au passé. Il risque aussi, on entend là, souvent que le contexte mondial fait que probablement qu'il y en aura d'autres. Justement, avez-vous pensé donc, il y a une question qui porte un peu là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que ça soit peut-être plus sensible à ces différentes réalités-là, donc on tienne compte, en fait, justement, là, qu'on fasse un programme peut-être plus égalitaire ou en tout cas en même temps que ça se passe très vite. Là. Donc, est-ce qu'il y aurait des pistes de solutions pour un futur programme PCU 4.0? J'ai écrit une fois que je pense que
la pandémie, surtout que maintenant on sait qu'elle dure depuis 1 an, aurait été une bonne occasion de radicalement essayer le revenu de base, c'est-à-dire d'en faire un projet pilote tout azimut à l'échelle du pays. Parce que il y a suffisamment d'éléments donc du contexte et de l'urgence et de l'exception qui auraient peut-être autorisé justement cette expérimentation à grande échelle. La PCU en partage suffisamment de caractéristiques et saurait effectivement bouleverser les catégories d'ayants droit prévalentes. Et par exemple, je pense en particulier, je ne veux pas empiéter sur le terrain de Maxime, mais je pense en particulier pour les personnes à l'aide sociale, ça aurait été l'occasion de voir et d'expérimenter les bienfaits sur la santé, sur plusieurs déterminants là, du bien-être, et pas seulement le niveau de vie, le revenu, mais d'expérimenter les vertus donc d'une universalisation qui ne touche pas que les chômeurs-chômeuses autorisés à quitter leur emploi et à qui on recommande de ne pas travailler. Donc, je me plais à penser qu'on aurait pu expérimenter une universalisation radicale et une abolition de la multiplication des catégories d'ayants droit. Donc, de mettre les gens de l'aide sociale, les chômeurs, tout ça dans le même, un peu dans le même panier, finalement. Là, pour exactement. Oui, parfait. Merci. Bien, il y aura une autre période de questions aussi à la fin. Donc, si vous avez d'autres questions entre-temps qui portent sur les enjeux soulevés par Marie-Pierre, il sera temps. J'en ai une dernière qui vient de rentrer. On va la prendre, puis après ça, on va aller à Maxime. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Il y a toutes sortes de cas personnels, on l'a dit, il y a toutes sortes de personnes qui se sont trouvées dans toutes sortes de situations. On pense, par exemple, à des étudiants qui ont étudié dans des programmes qui sont extrêmement touchés encore aujourd'hui par la COVID. Donc, on pense, par exemple, à tout le secteur du tourisme. Donc, c'est le cas d'une de nos spectatrices participantes. Donc, quoi faire dans un cas comme ça? Une étudiante qui ne peut pas se trouver, qui termine son programme, qui ne peut pas se trouver d'emploi. Je veux dire, elle ne peut pas travailler. Donc, est-ce que c'est le genre de situation comme ça qui, quand on pense à l'universalisation, ce serait des gens comme ça aussi qui pourraient se retrouver dans ces programmes-là? Ou est-ce qu'on peut penser à d'autres options pour ces gens-là? Le cas des... merci de me poser une grosse question. Alors, les jeunes, les étudiants, c'est toujours une catégorie aussi à part de la protection sociale. Je me suis posé la question justement de pourquoi ce traitement différencié des jeunes. On sait qu'il y a eu la création de la PCUE, la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants et étudiantes qui couvrait pas les étudiants internationaux. Puis là, tu sais, elle valait moins. Puis là, tu fais des calculs. Puis tu dis, ah ouais, mais c'est parce que la période d'admissibilité, elle commence plus tard. Puis c'est juste le remplacement du revenu parce qu'ils travaillent supposément juste l'été ou ils gagnent surtout l'argent l'été, mais c'est pas vrai dans le fond. Mais si c'est pas vrai alors ils se qualifient pour la mesure générale. Et là, on pose la question pour quelqu'un qui finit, admettons, son diplôme puis qui ne se qualifie, qui ne trouve pas d'emploi dans un secteur effectivement extrêmement touché. Et est-ce que c'est la solution par excellence? En tout cas, c'est sûr que ça assure un niveau de revenu élémentaire, ce qui est quand même... Ça devrait être non négociable. On peut-tu s'entendre que, eu égard aux droits fondamentaux, personne ne devrait se trouver dans une situation où il ne jouit pas d'un revenu strictement garanti. Ça, il me semble que ça va de soi. Est-ce que, donc, ensuite,
on se dit, oui, mais vous savez, les jeunes, pour eux en particulier, il ne faut surtout pas qu'ils s'habituent à cette jouissance-là. Puis là, effectivement, il y a d'autres moyens de stimuler l'intégration et la participation sociale. Mais à tout le moins, je pense que les personnes ne devraient pas être différenciées eu égard à un droit aussi fondamental que celui d'abord et essentiellement d'avoir le droit à la jouissance inconditionnelle des conditions d'existence monétarisées, puisqu'on est quand même en 2020. Merci. Ben, degré de jouissance de la PCU, en tout cas, j'imagine, j'ose espérer que les jeunes ont plus d'ambition et de volonté de réaliser plein de choses. Je suis certaine que quand même, c'est le cas. on se tanne vite de l'argent qui rentre comme ça sans rien faire. Donc, voilà, ça nous amène à Maxime Boucher. Qui coordonne le groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec depuis 2018. Il a occupé plusieurs emplois d'organisateur communautaire et il a rédigé son mémoire de maîtrise en sociologie à l'UQAM sur les enjeux et l'histoire de la lutte à la pauvreté au Québec. Il s'intéresse aux injustices reproduites par les protections sociales et aux meilleurs moyens de les résoudre. Il s'intéresse aussi à la reconnaissance des personnes appartenant à des groupes marginalisés, à la spécificité de la pauvreté comme facteur de marginalisation et de discrimination, ainsi qu'aux stratégies pour réduire les inégalités de participation à la connaissance. Alors, Maxime, c'est à vous. Oui, merci Martine. Bonjour tout le monde. Ça a l'air que je suis le premier panéliste à avoir un PowerPoint. J'espère que ça va bien marcher. Je partage mon écran à l'instant. Est-ce que... Bon, c'est pas mon bon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que tout le monde voit ma présentation? Oui. Oui? OK, génial. Fait que, moi, j'ai vraiment pris les questions avec lesquelles Martine a introduit le panel, puis je me suis dit que j'allais y répondre. Mais je ne vais pas les relire avec vous, mais je vous propose mes réponses à ces questions-là. Donc, la première question, si la PCU est annonciatrice de grandes transformations en matière de protection sociale, j'ai envie de dire probable, surtout, pas tant parce que avec ce qui s'est passé au Québec, je trouve qu'au Québec, on a vraiment eu une posture réactive à la PCU, là, qu'on pense au bye-bye, puis ces différents sketchs anti-PCU, à la manière les bougons, amalgame de BS, puis profiteurs de l'argent d'État, puis Trudeau qui gaspille, dilapide les fonds publics, mais plutôt de ce qui se passe au Canada anglais. Puis fait que je voulais vous partager ça, 3 événements. Le réseau UBI Works, Universal Basic Income, le revenu de base universel, s'est inspiré de la PCU pour proposer puis construire sa nouvelle mouture, là, sa nouvelle proposition, puis qui est son revenu de base universel de relance économique, puis qui mélange le revenu universel et l'impôt négatif. Donc, l'idée, c'est de donner 500 $ à tous les Canadiens et Canadiennes sur la base de la citoyenneté et de venir compenser de 1 500, c'est écrit 2 000, mais c'est un peu mélangeant, mais ici, c'est en impôt négatif. Puis l'idée, c'est que pour chaque dollar reçu, par un autre programme, il y a $1 qui est coupé du revenu de base. Puis ça, c'est sur l'impôt même. Donc ici, on a vraiment une formule absolument clé en main pour implanter des programmes parce qu'ils se suppléent. En fait, ils ne se suppléent pas, ils ne les annulent pas, ils viennent juste se mailler à travers les autres programmes pour l'exception de l'allocation canadienne pour enfants. Donc ici, on a un taux de 100% de taux de récupération. Puis c'est pour chaque dollar gagné en revenu, c'est 50 sous qui est coupé du revenu de base, le 1 500 de plus. Puis
Il y a aussi un autre rapport quand même intéressant qui est sorti du Canadian Center for Economic Analysis en décembre 2020 qui traite des impacts économiques potentiels et portés des programmes de revenu de base du Canada. Puis, il conclut de manière catégorique que ça pourrait faire croître l'économie et accélérer la relance, tout en mettant fin à la pauvreté et en faisant grandir la classe moyenne. Puis là, les deux, ils vont de leurs arguments pour dire que c'est bon pour l'économie. Là, ici, on a que $1 de l'appréciation canadienne, de l'allocation canadienne pour enfants augmente le PIB de $2. Le CanCA encore, il va, là, que ça augmente le PIB. Je ne rentre pas dans les chiffres dans le détail, là, vous irez voir. Tapez ça, là, CanCA, revenu de base, vous allez tout trouver vos infos. Mais ça augmente le PIB, ça augmente les emplois, ça augmente les recettes publiques. Bref, tout le monde y gagne avec ça. Puis, ils ont développé un modèle assez complexe là, pour calculer tout ça. Puis aussi, dernier événement dans ma chaîne, c'est 22 février, Zero Weeks en Ontario a déposé un projet de loi, le premier projet, pour établir une stratégie nationale de revenu de base. Et puis, le Bill 273, en bref, c'est de confier le mandat à la ministre des Finances, de ne pas voir qu'est-ce que ça a comme impact ou qu'est-ce qui serait bon, mais vraiment de comment est-ce qu'on peut mettre en place le revenu de base. C'est de tester des modèles, rédiger un rapport au bout de 2 ans pour suggérer comment le mettre en place, le revenu de base. Mais ce n'est pas certain que la Chambre vote pour le projet pour 2 raisons. Il y a peut-être des élections qui s'en viennent et aussi que ça a été déposé par une simple députée, si on peut dire. Donc, ce n'est pas certain non plus que tout le caucus libéral va voter en faveur de cette loi. Ça, l'autre question qu'on nous a demandé, c'est doit-on remplacer les mécanismes de remplacement de revenus qui dépendent souvent de conditions complexes d'éligibilité? Puis là, ben, à ça, ma réponse, c'est évidemment. Puis moi, je travaille avec le Front commun des personnes à cité sociale, puis je viens du champ de la pauvreté. Et puis, on le voit, avec la PCI, un avantage, c'est le donner maintenant, on vérifie après. Parce qu'il y avait urgence de donner aux personnes, Marie-Pierre l'a bien nommé, il fallait soutenir les ménages pour pas qu'ils se plantent parce que les taux d'endettement sont déjà élevés. Fait, il y avait une urgence nationale. Par contre, à l'aide sociale, c'est tout le contraire pour avoir droit à cette prestation. C'est on vérifie, on vérifie, on vérifie. Puis si on passe toutes les étapes, là, on y a droit. Fait que ça crée quand même le problème. Je profite de la gorgée d'eau, Maxime, pour oui. dire qu'on voit les 2 diapositives, donc celle que vous parlez actuellement et la prochaine. Donc, c'est possible de mettre en plein écran. J'ai eu des petits commentaires dans le chat. Je vous laisse. Voilà, merci. Okay. Je ne sais pas si je fais ça. Bon, bref, peu importe. Je vous laisse le scoop à tout le monde, tant mieux. Évidemment, puis ah oui, puis c'est ça, c'est tout le contraire de l'aide sociale. Puis un montant forfaitaire pour presque tout le monde. Ça, ici, Marie-Pierre l'a bien nommé, c'est quand même une belle nouveauté où il y a quand même très peu de monde dans la population active, là, les adultes 18-65 ans, qui étaient exclus de la PCU parce que le critère était tout de même généreux. C'était les non restrictifs, le 5 000 de revenus gagnés. Par contre, c'est très inclusif, le 5 000, mais c'est tout de même fondé sur les revenus de travail et ça exclut. Puis un autre désavantage de la PCU, c'est que c'est une boîte noire. On a très peu d'accès à l'information sur qui a reçu de la PCU, c'est quoi leur profil, qu'est-ce qu'il y en est. Puis ça, sur le terrain, ça donnait un beau problème, dans le sens, ça fait un bon épisode d'Astérix et Obélix là, avec la Maison des Fous, là, mais il y a eu des personnes assez sociales prises au piège entre 2 programmes et 3 agences. Là, puis, parce que la PCU a été versée par Service Canada et l'Agence du revenu du Canada et l'aide sociale, c'est versé par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Puis, si vous regardez le schéma, c'est qu'au début de la crise,
du monde qui faisait une demande d'aide sociale était redirigé vers le chômage parce que quand tu fais une demande d'aide sociale, il faut que tu montres que tu as épuisé toutes tes ressources, dont les autres programmes. Donc, mais en faisant une demande au chômage, il était automatiquement reconduit à la PCU, puis il recevait une PCU, alors qu'il n'était pas éligible au départ à la PCU et ne voulait pas non plus faire de demande de PCU. Donc, ils se sont retrouvés à avoir l'aide sociale et la PCU en même temps. Puis, à l'aide sociale, le chèque, tu n'as pas le droit, tu as le droit à 200 de revenus de travail par mois. Puis, la PCU, ça a été compté comme ça. Donc, en gros, c'est l'entièreté du chèque qui doit être remboursée. Puis la PCU aussi, elles doivent le rembourser parce qu'elles n'étaient pas éligibles. Puis là, il y a eu un moratoire de 2 mois seulement décrété par le ministre Boulet. Puis on est encore à voir, puis à essayer de comprendre combien de personnes sont touchées, puis s'il ne peut pas y avoir un moratoire. Il y en a eu un, entre autres, en Colombie-Britannique. Le gouvernement s'est positionné clairement là-dessus, le gouvernement provincial, pour dire qu'il n'y aura pas de saisie et d'obligation de rembourser les montants d'aide sociale pour les personnes qui auront touché la PCU. Mais ici, ma dernière question, si la PCU répond aux exigences du droit à un revenu décent, à l'amélioration constante des conditions d'existence, puis ça, c'est ici quand même une grosse question. Puis ma réponse, c'est oui et non. Ça dépend de. Oui et non pour le revenu. Parce que c'est super si tu as réussi, tu as gagné ton 5 000 dans ton année, tu as ton 24 000. Puis, comme Marie-Pierre le disait, une grande nouveauté, c'est que le 24 000 a été calqué en fonction des seuils de pauvreté. Puis, c'est la première fois qu'il y a une aussi belle adéquation entre le soutien aux revenus et puis les seuils officiels. Alors qu'à l'aide sociale, c'est convenu que les personnes doivent être maintenues à 50-55 du seuil de pauvreté et aussi du temps plein salaire minimum. Donc, c'est très bien. Par contre, si tu ne réussis pas à le gagner, bien, tu restes avec ton moins de 5 000 de revenus de travail et les autres programmes. Donc, il y a quand même une grosse injustice ici où le 5 millième dollar gagné dans ton année, c'est le jackpot là, parce qu'il vient de sextupler tes revenus. Puis pour l'amélioration constante des questions d'existence, là, ici, on est vraiment sur le terrain de la Puis les conditions d'existence, ça ne se mesure pas juste en revenus, puis en seuil de pauvreté, faible revenu. Il y a eu le revenu viable aussi. Il y a vraiment beaucoup de variables à prendre en compte. Puis c'est là aussi où le bas blesse, c'est que c'est très normatif. Qui suis-je, moi, Maxime Boucher, pour juger que une personne n'améliore pas ses conditions alors qu'elle le croit? Puis là, je voulais nous laisser sur quelques questions là, un peu pièges et l'ouverture. Mais est-ce qu'un nouvel arrivant qui cumule les emplois autonomes à la Uber a de bonnes conditions d'existence? Est-ce que l'adjointe aux communications qui considère que son travail est inutile parce qu'il sert juste à entretenir le prestige de sa patronne, un petit clin d'œil aux bullshit jobs de David Gerber, a de bonnes conditions d'existence? Puis est-ce que les travailleurs de bureau qui habitent en banlieue, qui doivent faire 1 heure à 2 heures de char par jour, ont des bonnes conditions d'existence? Puis, dernière considération, c'est que encore à ce jour, l'amélioration de nos conditions d'existence est dépendante de la croissance économique et jusqu'à ce jour, la croissance économique a un impact négatif sur l'environnement qui, en retour, a un impact négatif sur nos conditions d'existence. Il me semble ici que la COVID en est vraiment un exemple. Je vous reviens pour ma conclusion. La COVID est vraiment un exemple patent où le virus, puis il y en a plusieurs épidémiologistes qui l'ont montré, c'est la conséquence directe de la déforestation, de l'exploitation des milieux naturels qui libèrent des virus, des bactéries. Puis là, on le voit dans quelles conditions d'existence on est pogné. On est devant nos écrans ce soir à se parler et mon cou me fait mal parce que je passe mes journées à mon bureau pour parler de moi. Voilà, je nous laisse là-dessus. Merci, Maxime. Donc, c'est le temps à tous et toutes de poser vos questions dans la petite boîte conversée. En fait, j'en ai une parce que j'ai été étonnée de voir vos exemples.
Donc, vous avez beaucoup parlé des programmes dans l'ouest de l'Ontario. Donc, c'est des programmes, si je comprends bien, qui sont provinciaux, alors qu'on est habitué, quand il est question de revenus, si on pense justement à l'assurance emploi, aussi à l'aide sociale, je pense, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est fédéral, c'est ça? Non, l'aide sociale, c'est provincial, et donc, mais vous pensez que le revenu garanti passerait plutôt par les provinces, c'est ça? Non, en fait, je dis Canada anglais, mais toutes ces initiatives-là, puis c'est tout à l'échelle fédérale que ça se discute actuellement. Quand je parlais des autres provinces, quand je dis député libéral de l'Ontario, son comté est en Ontario, mais c'est une députée fédérale. Puis, voilà. Et dans l'Ouest aussi, là, donc ce serait par le gouvernement du Canada qu'on pourrait atteindre ce revenu garanti. Oui. Parfait. Donc, je vais voir les questions. Donc, comment faire converger l'aide sociale qui est provinciale, on le sait bien maintenant, et le revenu de base qui est fédéral? Mm-hmm. Bonne question. Tout dépendamment, on peut dire converger ou ne plus converger, là, dépendamment de quel côté de la cause indépendantiste on siège. Là. Il y en aurait qui diraient c'est trop compliqué d'être dans un régime fédéral, puis il faut se nationaliser pour avoir une pleine prise sur tous nos programmes sociaux, puis régler les incohérences. Par contre, quand les positions très fiscalisées de UBI Works ou du CanCA, les autres, ils plaident vraiment pour juste à la manière impôt négatif. Donc, ce que j'ai expliqué rapidement tantôt, c'est que le revenu de base vient juste se rajouter. Il vient juste compléter. Donc, si dans ton année, vous avez fait 12 000 d'aide sociale, ben, c'est un 12 000 qui vous revient en plus en revenu de base, en impôt négatif. Puis ça, c'est à même vos rapports d'impôt. Puis si vous avez eu de l'allocation canadienne pour enfants, là, ici, elle va se rajouter. Mais si vous avez touché d'autres programmes ou d'autres crédits d'impôt, ils vont tous se soustraire à votre revenu de base, de sorte que la personne n'a jamais plus que 24 000 en différents versements. Donc, c'est une manière de le penser. L'avantage avec ce genre de formule-là, versus un versement universel là, donné à tout le monde, c'est que ça limite quand même les transactions et les décaissements de l'État. Parce que imaginez juste donner 2 000 $ à tout le monde du jour au lendemain, on augmente tellement les flux monétaires. Là, je ne suis pas non plus calé fiscalité, mais il me semble qu'il y a là quand même des enjeux importants. Ça m'amène une question aussi, dans le sens que ça ne doit pas être la même chose, le revenu de base qu'on a besoin, qu'on soit à Vancouver ou à Victoriaville. Est-ce qu'on parle de revenu de base qui fluctuerait selon la province ou selon la ville, ou est-ce qu'on tomberait là-dedans? Ça, c'est... On ne sait pas, mais c'est sûr que ce serait l'idéal. Puis là, ici, on retomberait à l'essence des premières lois sur l'assistance sociale là, qui étaient fondées en fonction du besoin. Puis, ce qui est fantastique de nos jours, c'est qu'on peut mesurer là, avec une finesse près là, ce que ça coûte en moyenne de vivre dans telle région, parce que on peut très facilement connaître les prix des loyers, le transport, la nourriture. C'est facile. Puis toutes ces données-là, on les a. Donc, ce ne serait pas si compliqué non plus de modéliser puis d'adapter les revenus en fonction des besoins évalués dans des régions données. Là. Puis, ça serait l'idée, puis c'est un revenu qui couvre les besoins. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Ouais. Parfait. Bon, j'ai une question du public qui...
Donc, on demande quelle est ton opinion sur les pour et les contre de l'assurance revenu de base versus RDB Universal. Je ne suis pas sûre que je sais c'est quoi, mais... j'essaie de développer sur la question, là, mais je crois que ça veut dire un peu la distinction que j'ai faite entre impôt négatif et puis revenu universel. Tu sais, puis pour tout le monde, là, impôt négatif, c'est au fond c'est assurer que tout le monde ait 24 000, prenons ce chiffre-là, un revenu donné de 24 000, puis après ça, l'État vient compenser si fait que le revenu de 24 000 est assuré. Mais versus revenu universel, c'est qui est donné de facto sur le mode là, des démos-subventions là, que Marie-Pierre expliquait très bien. Sauf que là, ici, le critère, ce n'est pas un certain statut comme l'âge ou le fait d'avoir des enfants ou non, c'est simplement la citoyenneté, puis tout le monde a le montant de 24 000. Fait que là, après ça, mon opinion pour et contre, j'ai déjà dit, revenu de base universel, c'est qu'en termes de volume là, de décaissement, ça, c'est énorme. Fait que, alors qu'il y a du monde qui ils l'ont déjà. Fait que pourquoi leur donner? Puis après ça, le reprendre sur leurs impôts. Mais après ça, il y a aussi que ça simplifie. Puis pour des personnes à l'aide sociale, ça leur permet, puis pour bien du monde, quand on rentre dans la fiscalité, ça devient tellement compliqué qu'il faut avoir recours à des professionnels. Puis il y a aussi des groupes à l'aide sociale qui font des cliniques d'impôts, puis sont débordés de plus en plus. Fait que ça met beaucoup de pression aussi sur ces groupes-là pour après ça, si on fonctionne par l'impôt négatif, de soutenir des personnes pour qu'elles aient un bon rapport d'impôt pour avoir droit à leur impôt négatif. Là. Donc là, ici, on a une grosse contrainte, là, un gros désavantage. Puis plus largement, là, mon opinion, comme la question me le demande, puis c'est là-dessus que je terminais en disant les conditions d'existence, ce n'est pas juste une question de revenus. Ça, à mon sens, c'est bien important, puis c'est ce qui est à retenir toujours quand on parle de revenu de base, là, quelle que soit la formule, c'est qu'en mettant comme principe que c'est juste par les marchés privés, par la monnaie, qu'on peut couvrir nos besoins, bien, on oublie complètement de prendre en compte les services publics et puis toute autre forme de socialisation des biens et des ressources. Fait que là, ce n'est pas de tomber dans la socialisation des moyens de production, quoique dans bien des cas, ça pourrait être intéressant. Mais est-ce qu'on peut penser, entre autres, à se dire, bien, notre souveraineté alimentaire qui fait beaucoup jaser, entre autres, avec la pandémie, est-ce qu'on peut prendre les moyens pour se la garantir en assurant une meilleure production locale, en soutenant les petits producteurs, productrices, en créant des ponts plus faciles entre consommateurs, consommatrices et producteurs, productrices. Puis là, on n'est plus du tout dans le revenu. Puis ici, l'État peut, comme il fait pour les services publics, agir en tant que garant. Il donne le droit à, puis c'est l'État qui débourse pour ça, mais les personnes n'ont pas à avoir l'argent dans leur poche. Donc, c'est là que quand on se dit, bien, ça prend, puis un bon exemple, c'est au Québec, pour les familles, on le sait que ça coûte moins cher vivre au Québec. Tu as droit à beaucoup plus de services gratuits dans tes familles avec les garderies et autres qu'en Ontario, par exemple, nos voisins qui, eux, n'ont aucune subvention pour les garderies puis qu'il y a plus de femmes qui font le choix de rester à la maison parce que là-bas, c'est une question de revenus, le daycare, alors qu'ici, les garderies, ça l'est beaucoup moins. On imagine déjà les chicanes fédérales, provinciales, sur combien recevoir. Mais justement, vous avez dit que tout le monde est gagnant si on a, bon, j'imagine que le montant, ce serait une assurance revenu de base là, ou quelque chose comme ça. Donc, si c'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'emploi, qu'est-ce qui empêche, donc c'est une question évidemment d'un des participants, donc qu'est-ce qui empêche le gouvernement d'aller de l'avant avec un type de programme comme ça? Mm-hmm. Bien, là, je dirais que c'est la structure de notre économie, puis c'est que les tenants du revenu de base, quand vous allez voir côté UBI Works, ils ont en tête une économie très flexible, dynamique, résiliente, de l'innovation.
mais il y a quand même beaucoup de secteurs économiques qui ne sont pas là-dedans puis qui ont besoin quand même de monde qui vont faire des jobs parce qu'ils n'ont pas envie d'être à l'aide sociale. Fait que, c'est toute la logique disciplinaire dont parlait Marie-Pierre. Donc, c'est tous ces secteurs d'emploi-là, de qu'est-ce qu'on en fait. Puis, c'est pas pour dévaloriser les personnes qui travaillent chez McDonald's, par exemple, ou c'est le sens de ce travail-là, qu'est-ce que ça peut être, puis est-ce qu'elle préférait ne pas y travailler, puis si elle avait le revenu. Par contre, notre économie fonctionne quand même sur une bonne part de ces emplois-là qui sont pas très bien payés, précaires. Fait que, ça, je pense que ça y compte pour beaucoup. Puis quand on observe, quand on lit les interventions du patronat au Québec contre la PCU, bien, ceux qui ont beaucoup décrié la PCU, c'était surtout des employeurs à petits emplois là, qui avaient hâte que leurs employés reviennent parce qu'ils étaient tannés, puis justement, il n'y avait plus le bâton de la pauvreté pour les discipliner. Là. Fait que je pense que ça doit être un grand frein à la mise en place d'un revenu de base à l'échelle nationale, quand même. Parfait. Donc, merci. Je pense que, bon, il reste peut-être quelques questions, mais continuez d'y penser. On va avoir une autre série de questions à la fin, où on va mélanger un peu tous les panélistes. Mais donc, d'abord, on va entendre notre dernière panéliste tant attendue de la soirée, donc Lucie Lamarche, professeure en sciences juridiques à l'Université du Québec à Montréal. Elle enseigne le droit international et régional des droits économiques et sociaux de la personne, le droit international des droits des femmes, le droit social et du travail, ainsi que le droit de la sécurité sociale. Elle est membre de la Société royale du Canada depuis 2014. Elle a obtenu de nombreux prix au cours de sa carrière, notamment celui de l'ACFAS, donc le prix Pierre Dansereau en 2016. Elle est également membre du conseil d'administration de la Ligue des droits et libertés. Et elle a rédigé, il n'y a pas très longtemps, donc ça a été lancé en pleine pandémie, donc en juin dernier. Donc, c'est un document de réflexion et d'analyse qui s'appelle « Le droit à un revenu suffisant. Faut-il s'inquiéter lorsque le rapport d'impôt s'en mêle? » Donc, si vous ne l'avez pas vu passer, c'est disponible sur le site de la Ligue des droits et libertés, donc dans la section publication, rapport et analyse. Donc, vous pouvez aller le consulter. Mais sinon, Madame Lamarche, on a hâte de vous entendre. C'est à vous. Merci, Martine. C'est toujours un choc de se retrouver devant cette mosaïque de plus ou moins 100 personnes puis de ne pas perdre le focus. Alors, je me vole 15 secondes pour lever mon chapeau à l'équipe de la Ligue des droits et libertés. Chapeau les filles pour la merveilleuse organisation de cette série de webinaires. Alors voilà, Madame l'animatrice, je viens de me voler 15 secondes. Est-ce que j'ai un crédit? Donc, oui, on a en masse de temps. On est dans les temps, là. Il y a pas de... on est lousse. Wow, dites-moi pas ça. Alors, merci aussi à Marie-Pierre et à Maxime pour d'excellentes présentations. C'est toujours très confortable d'être la dernière à parler. Donc, je profite de mon confort et je vais vous faire une proposition qui est la suivante, c'est-à-dire que plutôt que d'attirer votre attention vers des formules, ce sont d'excellentes questions. Quelle est la meilleure formule? Est-ce que c'est de base universelle, impôt négatif, etc.? Je vais utiliser mon temps pour attirer votre attention sur la question fondamentale un peu qui s'énoncerait comme suit. Coudon, c'est quoi le droit humain à la protection sociale? En présumant que vous êtes bon joueur et prête à accepter l'idée, puisque vous êtes là ce soir, que les droits humains auraient une certaine pertinence. Autrement, je présume que vous seriez ailleurs et donc il existe un droit humain à la protection sociale et à partir d'indicateurs, soyez pas inquiets, ma grille n'est pas trop compliquée, je vais parcourir avec vous 8 ou 9 façons d'envisager différentes formules, finalement, tant en regardant dans le rétroviseur pré-COVID
que dans le pare-brise post-COVID. Comment on pourrait trouver dans un coffre à outils des questions qui nous permettraient largement d'évaluer si une solution ou une autre qui serait retenue par un législateur ou un autre répondrait aux exigences du droit à la protection sociale. Alors, c'est mon plan de match et comme je ne peux jamais m'en empêcher, je vais essayer de contrôler mes petites notes éditoriales sur ce qui a été dit fort brillamment et pertinemment d'ailleurs par les interlocuteurs précédents que sont Marie-Pierre et Maxime. Donc, grande question, qu'est-ce que le droit à la protection sociale? Alors, comme il est tard et qu'on est bien tanné des couvre-feux, pour vous faire rigoler un peu, je ramasse finalement dans ces 9 ou 10 indicateurs rien de moins que 100 ans d'histoire. Non, il ne faut pas manquer de prétention pour faire un truc semblable, mais c'est vraiment ça, parce que le droit à la protection sociale à l'échelle internationale existe comme droit humain depuis le début du 20e siècle. Donc, je répète, essayons pour un petit moment de nous dégager des formules techniques, là, est-ce que j'ai mes pneus d'été ou mes pneus d'hiver, et de favoriser le grand angle, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est qui me permettrait de conclure à la conformité d'une solution ou une autre au droit à la protection sociale. Donc, évidemment, la première idée, c'est cette idée d'universalité que mes collègues ont évoquée. Alors, par universalité, la définition simple, c'est personne n'est laissé sur le chemin. Il y a une réponse pour tout le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a la même réponse pour tout le monde. D'ailleurs, ça n'a jamais été le cas au Canada. Il n'y a jamais eu la même réponse pour tout le monde parce que, comme Maxime le disait si bien, c'est tellement sibyllin parfois essayer de comprendre si on est éligible à un ou un autre programme que trouver sa niche, c'est toute une aventure, ce qui est déjà un facteur d'exclusion. Mais le principe, c'est tendre vers la formule la plus inclusive possible. Alors, par exemple, on pourrait se demander quelle est cette formule qui, sur le territoire d'une ville au Canada en 2021, ne laisserait pas sur le chemin les personnes non documentées, les travailleurs migrants ou d'autres populations nommément vulnérables. Donc, ce n'est pas juste la distinction entre l'aide sociale et l'assurance chômage. Alors, après ça, on s'attarde à la question de savoir comment le faire. Et ce qu'on constate dans l'histoire de la protection sociale au Canada, c'est qu'on n'a pas toujours fait attention à ne pas laisser quiconque derrière sur le chemin quand on a fait des choix, parce qu'on a fait des choix par catégorie. Alors, les retraités, les chômeurs, les assistés sociaux, les accidentés du travail, ceux de la route, etc. La protection sociale, c'est un truc qui se construit comme un meuble à plusieurs tiroirs, mais là, on arrive à un moment où, c'est ce que la COVID a révélé, il y a plusieurs tiroirs vides parce qu'il y a trop de monde sur le chemin et c'est fort inquiétant. Donc, cette idée d'inclusivité serait le premier grand critère. Le deuxième est intéressant, c'est si j'ai un droit, il doit bien être garanti quelque part. Donc, si j'ai un droit à la protection sociale, il devrait être dans une loi. Et là, ce n'est pas la COVID qui a annoncé la révolution à cet égard. Alors, je mets des gros guillemets là, autour du mot révolution. Ça fait déjà 25 ans, Maxime y faisait allusion, que plusieurs éléments de protection sociale sont rendus disponibles par des lois d'impôt et des lois de budget. Et si on trouve ça décourageant de lire la loi sur l'assurance-emploi, par exemple, ben laissez-moi vous dire, si vous n'avez jamais essayé, que ce n'est pas tellement plus rigolo de lire la loi sur l'impôt ou de lire la loi sur le budget. D'ailleurs, la PCU 2.0, qui s'appelle la PCRE, c'est une loi de budget. C'est un chapitre d'une loi de budget. Ce n'est pas une loi particulière sur la PCRE, consacrant un droit particulier en période de pandémie. Donc, plus le droit est opaque, et Dieu sait que le droit fiscal et les lois de budget, ça ne se lit pas exactement comme Agatha Christie, plus on peut soupçonner qu'il y a peut-être une difficulté de littératie
ou d'accessibilité ou d'intelligibilité du droit, ce qui en soi porte atteinte au droit. Mon troisième critère, c'est, OK, ça va, j'ai un droit, je ne sais pas moi, à l'allocation canadienne pour enfants, à la PCU, à la PCRE, à la retraite, bon, à l'assurance emploi, mais est-ce qu'il y a une caractéristique de pérennité? Hein? Eh bien, là, on est tout à fait dedans parce que la PCRE, ça n'offre aucune pérennité. Après 38 semaines, on ne le sait pas. Alors, ce n'est pas tellement confortable, hein, envisager la protection sociale sur un horizon de moins d'une année ou d'une année, même en période de pandémie. Or, plus on déporte vers des débats soit d'impôts négatifs ou de revenus de base ou de revenus universels, les enjeux de protection sociale, plus il va falloir vérifier si les choix budgétaires, parce que c'est du cash transfer, ce sera toujours des choix budgétaires, sont garantis par des lois pérennes, quelque chose de fiable. Et on vient de sortir d'une année où ce n'est pas particulièrement fiable et prévisible. Donc, voilà un autre enjeu important pour disposer de la question de savoir si une ou une autre méthodologie répond au droit à la protection sociale. L'autre question, c'est est-ce que la prestation est adéquate? Alors, actuellement, toute l'attention canadienne est dirigée vers la mesure du panier de consommation. Parfois, on prend un raccourci, on appelle ça les seuils de pauvreté. Et là, il y a une question importante à se poser. Est-ce que le caractère adéquat d'une prestation sociale, ça se limite à la fourchette des seuils de pauvreté? Et comme Maxime le disait si bien tantôt, il y a comme un petit signal de fumée là, dans la PCRE parce qu'on est dans la fourchette selon la composition du ménage, des seuils de pauvreté. Mais est-ce que c'est ça le caractère adéquat? Est-il strictement financier? Donc ça, c'est la grande question. Alors, je donne un exemple extrêmement chirurgical. Pour parler de la PCRE, donc la PCU 2.0, là, celle qui est actuellement en vigueur, la loi prévoit un seuil de sortie de 38 000 $. Ça veut dire que si pour l'année fiscale derrière moi, là, hein, en su de ma PCRE-PCU, j'ai touché 38 000 $. Là, le système commence à régresser pour 50 sous dans le dollar. 50 sous de remboursement pour $1 gagné. Mais si vous y pensez 2 secondes, pour les gens qui auraient un revenu annuel combiné d'à peu près 50 000, ça, c'est un taux marginal d'impôt d'autour de 80 %. Alors, ça fait très mal pour les plus vulnérables, qui ne sont pas nécessairement extrêmement pauvres, mais qui ne sont pas nécessairement les plus riches. Donc, c'est une question fondamentale et qu'on doit partager, que celle du caractère adéquat d'une réponse de protection sociale. Et on est, à mon avis, un peu peau de chagrin quand on limite notre discussion à l'urgence et l'immédiateté de répondre à la lutte contre la pauvreté, parce que le caractère adéquat d'une prestation de protection sociale est plus généreux que la lutte, les ambitions en termes de seuil de la lutte à la pauvreté. Et comprenez-moi bien, ce n'est pas une façon de dire « c'est pas important » la lutte contre la pauvreté. Le prochain principe, évidemment, c'est l'égalité et on n'en parle jamais. Et je voyais tantôt dans la conversation le commentaire de Mme Charon, je crois, qui disait « ben oui, mais pourquoi on détache la piètre qualité de l'emploi des discussions sur le revenu universel alors que toute l'affaire est là et tous les enjeux d'inégalité sont là? Pourquoi? Pensez-y. Si tout ce qui me donne accès à une prestation, appelez-la comme vous voulez, revenu de base, revenu universel, c'est un certain revenu pour une certaine période antérieure qui serait mon année fiscale de référence, bien et je brosse vraiment à très, très, très gros traits ici, je fais exprès pour vous choquer. Ce qui importe, ce n'est pas la job que j'avais
ou les 40 jobs que j'avais, ou les 33 petits contrats que j'avais, ou même le statut de faux entrepreneur indépendant que j'avais, ce qui importe, c'est le revenu. C'est une façon gracieuse de la vie de certains, mais pas du mien, de dire « je m'en fous de la qualité de ton boulot. Ce qui m'importe, c'est ton revenu. » Et là, il y a un problème majeur parce que c'est sur le marché de l'emploi de manière significative que se manifestent 3 342 formes de discrimination et d'égalité et vous pouvez mettre des S partout. L'impôt n'a pas de genre, n'a pas de sexe, n'a pas de race, n'a pas de code postal. L'impôt, c'est juste mon rapport d'impôt. Et là, je pense qu'il y a des questions importantes selon le véhicule qu'on choisirait et qui porterait un revenu de base à se poser. Évidemment, c'est une discussion qui trop souvent ferme la fenêtre sur ce qu'est la qualité ou l'inqualité ou la décence ou l'indécence du marché du travail pré-COVID, post-COVID, dans lequel on envisage ces enjeux du droit à la protection sociale. Prochain critère, il m'en reste quelques-uns, soyez pas impatients. Un droit humain respecté, c'est censé promouvoir tous les autres droits humains. Alors, je me répète un peu, là. Le droit à la protection sociale devrait promouvoir un travail de qualité et réciproquement, dirais-je. Alors, je vous redonne un exemple. Un petit peu longuet et technique, celui-là. Dans le rapport 18-19 appelons ça la Caisse d'assurance-emploi, avant la COVID, on nous dit les prestations qui ont été à la hausse pour cette année-là, 18-19, donc c'est le rapport qui a précédé tout juste la triste arrivée de la pandémie, il y a eu une hausse dans les demandes de prestations spéciales, mais pas dans les demandes de prestations ordinaires. Prestations spéciales, ça c'est maladie, parentalité, adoption, compassion, aidant. Et c'est là que le système a été appelé à payer plus que pour les années précédentes. Ces prestations sont reproduites dans le régime actuel PCRE, tellement que le chapitre 2 de notre PCU 2.0 dit que si vous êtes une entreprise de droit fédéral, ben c'est l'employeur qui va les payer ces congés de maladie ou plus ou moins. Alors, on ne peut pas s'empêcher de constater que si on poursuit sur le chemin appelons ça, conciliation travail-famille, travail-vie personnelle dans une perspective post-COVID, l'employeur va faire de très bonnes aubaines. Or, on en parle rarement. Et là, il y a vraiment un choix important quand on pense au droit à la protection sociale, et je le sursimplifie. Est-ce qu'on veut que les entreprises paient plus de taxes? Alors, c'est tout le débat sur les GAFA, par exemple. Bon, alors, taxons à une hauteur juste ces entreprises qui encaissent des profits faramineux, ou bien si on veut que les employeurs traitent mieux leurs employés. Parce que là, on est parti sur un drôle d'autoroute, c'est-à-dire on a l'air de ne pas vraiment parler de protection sociale, quelle que soit la formule, sans discuter d'emploi. Puis on n'a pas l'air d'être sur le bord de gagner la bataille non plus d'une taxation plus juste ou plus équitable pour les grandes entreprises. Alors, je trouve que cette idée d'interdépendance des droits est bien expliquée aussi. Maxime a dit quelque chose de très important. Pour l'Organisation internationale du travail, par exemple, il a toujours été entendu qu'on ne peut pas porter un droit comme le droit à la protection sociale, où vous soyez dans le monde, sans des services publics de qualité. Or, quand on regarde la façon dont a été finement construite la mesure du panier de consommation au Canada, c'est assez difficile parfois de saisir ce qu'on n'est pas appelé à acheter sur le marché
des services privatisés qui furent des services publics avec cet éventuel revenu universel de base? Et je trouve que ça, je n'ai pas la réponse, mais c'est une autre bonne question. Mon dernier point, et là, je ne sais pas si Martine me laisse aller ou si elle va être sur le point de sortir sa clochette définitive. Allez-y, on a du temps. Donc, mon dernier point, vous allez dire, ça prend bien une avocate pour dire un truc semblable, mais je m'assume. Donc, laissez-moi poser la question bêtement. Qui a essayé de contester un avis de cotisation de l'Agence du revenu du Canada? C'est pas facile, c'est pas évident et c'est plutôt obscur. Je dirais même que c'est encore plus obscur que contester une décision tantôt de l'aide sociale ou tantôt de l'assurance emploi. Donc, cette idée que le bénéficiaire d'un droit doit comprendre où est le recours afin qu'il puisse contester une décision qui le désavantagerait, ça devient un paysage complètement brumeux dès lors que l'on bascule dans ce que j'appelle la fiscalisation, c'est-à-dire toute une série de mesures fiscales, de crédits d'impôt non remboursables et quoi encore, pour booster, botoxer, contribuer à la canadienne, parce que c'est vraiment dans cette direction-là qu'on est parti, à cet éventuel revenu de base ou revenu universel. Donc, quel est mon point? Mon point, c'est que si on ne pose pas ces questions-là, on se retrouve sur le terrain des concurrences d'idées. Hein? Moi, je pense que, et puis toi, tu penses que. Alors, quels sont les débats qui sont à nos portes là? Moi, je pense que l'aide sociale, ça devrait être aboli. Ah oui? OK. Pourquoi? Hein? Parce que c'est indigne. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer un régime plus digne plutôt que de tout envoyer dans la Cour du fédéral? Et croyez-moi, je ne suis pas du type à faire des plaidoyers nationalistes, là, mais c'est une question extrêmement concrète. Moi, je pense que l'assurance-emploi devrait rester. D'ailleurs, le gouvernement le dit. Quand ils ont introduit à la fin du mois de septembre dernier la PCU 2.0, qui s'appelle la PCRE, ils ont dit c'est un régime d'assurance-emploi simplifié. Alors, ils sont pas mal vite sur leur patin actuellement à Ottawa et effectivement, c'est probablement un banc d'essai, mais c'est un banc d'essai qui lance un signal particulier. Et ce signal particulier, c'est tu décroches quand tes autres revenus de l'année, tu commences à décrocher. Moi, tu sais, le régime te lâche quand tes autres revenus de l'année excèdent 38 000 $. Et c'est la question des seuils de sortie. Et c'est la dernière question que je soulève et est un petit brin complexe. Alors, si on dit que l'objectif éventuel d'un revenu de base, donnez-lui le nom qui vous convient, se situerait dans une fourchette fermée, qui serait la fourchette de la satisfaction des besoins de base. Même si le chiffre n'est pas le même à Vancouver, à Hamilton, Trois-Rivières puis Halifax. Si on se situe dans cette fourchette, c'est donc qu'on conçoit le droit à la protection sociale comme ne répondant qu'aux revenus des besoins essentiels. Et franchement, on sait déjà que ça ne marche pas parce que tous les sondages qui ont été faits dans les dernières années pour voir si les Canadiens étaient séduits par cette idée d'une mesure de panier de consommation, systématiquement, tout le monde au Canada a dit « bien, c'est pas pire, mais ça ne marche pas pour le logement. » Bon, alors, et pourtant, y a-t-il un besoin de base plus évident que le logement? Donc, j'aime l'idée que nous sommes à un carrefour. Je pense sincèrement que nous sommes à un carrefour. Je pense sincèrement que nous sommes engagés dans une forme de revenu de base, peut-être pas celle qu'on souhaite et qui est, comme l'expliquait Maxime, un amalgame
de mesures existantes, telles les crédits d'impôt non remboursables et de nouvelles mesures, telles le test routier, que constitue peut-être la PCRE, mais je trouve qu'on a besoin d'un coffre à outils pour considérer le portrait global de ce qui se passe. Je sais bien que ce n'est pas facile hein, quand on est confiné, et j'estime surtout qu'on ne peut pas faire l'économie de ce qu'on attend du droit du travail et des employeurs. Parce que ça, pour moi, c'est pardonnez l'expression judéo-chrétienne, c'est le péché mortel des discussions sur le revenu de base, c'est qu'il n'en a pas beaucoup passé du marché du travail en État. Tantôt pour des raisons philosophiques, hein, parce que c'est le travail qui est remis en cause, tantôt parce qu'on n'y pense pas tout court. Et je trouve qu'au Canada, on n'y pense pas beaucoup. Et j'arrête. Et merci, Martine, pour ta patience. Merci à vous, Lucie. Donc, il y a eu une question, en fait. J'avais un peu la même, mais commençons par... était un peu différente, mais commençons par celle donc de Mme Bernier qui dit l'enjeu des inégalités qui dépasse largement la question du revenu peut-elle être abordé par la voie de la protection sociale? C'est large, là. Votre micro. Oui, mais ça repose. La réponse est simple. Tout au long du 20e siècle, on n'a jamais dissocié les services publics du chèque, hein? Parce qu'on a souvent tendance à limiter notre acception de la protection sociale au chèque. Bon, le chèque de retraite, le chèque d'assurance-emploi, le chèque d'aide sociale, etc. On ne peut pas dissocier les services publics. Encore là, il y a tout un accordéon, là, un éventail d'expressions qu'on peut utiliser. Est-ce qu'on préfère parler de biens communs, de biens inappropriés, de services publics? Et le Québec en est un peu la preuve vivante. On a ce bien commun et précieux, je n'ai pas dit qu'il était parfait, mais qui s'appelle les services de garde et qui nous distingue significativement du restant du Canada. Donc, on est un peu la preuve que, d'une part, la protection sociale n'est pas qu'une affaire de sous et, d'autre part, qu'elle n'est pas qu'une affaire de revenus. Mais moi, je pense que le gouvernement fédéral actuel souhaite n'en faire qu'une affaire de revenus. Pour aller un petit peu dans l'autre, dans le même sens, mais en fait, moi, je me posais des questions sur toute la qualité de l'emploi. Donc, vous avez parlé de ça tout à l'heure. Est-ce qu'on peut penser que je ne sais pas, qu'il y aurait des choses à changer, bon, que ce soit dans la loi sur les normes du travail, évidemment, j'imagine, vous allez me dire le salaire minimum. On a évoqué tantôt le sens du travail aussi, donc de travailler chez McDo, par exemple, parce qu'il faut qu'il y ait absolument un sens à un travail de qualité. Donc, comment vous verriez tout ça? Ouais. Il y a deux niveaux, là, puis je vais prendre un exemple. J'imagine, je présume que ça a frappé l'imagination de tout le monde que dans la dernière tristement covidienne année, aucune province n'a rouspété quand le fédéral empiétait dans son champ de compétences. Zéro. Ni lorsqu'il s'agit de certains aspects de la PCU ou de la PCRE qui sont clairement dans le champ de compétences des provinces, notamment conditions de travail, congés rémunérés. Hein, c'est bien beau d'amender la loi sur les normes du travail, mais si tu dis, ben, va-t'en chez vous, tu ne perds pas ta job, mais je ne t'aiderai pas à payer l'épicerie, parce que moi, c'est un congé que je ne rémunère pas, c'est pas terrible. Bon, alors, on a complètement foutu la paix à l'encadrement minimal, qui est vraiment le minimum, là, hein, c'est les normes minimales de travail, tout au long de l'année. Et en demandant à une personne de signifier à titre de vérification de sa participation active sur le marché du travail si elle atteignait dans l'année de référence ce seuil de 5 000 $,
on n'a aucune préoccupation sur les provenances, les malheurs, la douleur qui est liée au fait que j'ai livré des pizzas pour Foodora ou parcouru 14 km par jour sur le plancher d'Amazon. Ce n'est pas pertinent dans cette logique-là et ça me paraît extrêmement dangereux parce qu'on on jette dans l'angle mort les misères du travail. Et là, on n'a pas parlé de la satisfaction au travail. Est-ce que c'est un travail que j'aime? Est-ce que je m'épanouis, etc.? Mais je n'y connais que dalle parce que je ne suis pas psychologue. Ben justement, on a parlé d'équité sociale et de protection sociale. Donc, on se demande, donc, dans les questions du public, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Le mot le plus dangereux du répertoire des droits humains, c'est le mot équité. Un, parce qu'on le pense en anglais. Deux, parce que le système nerveux central des droits humains, ce n'est pas l'équité, c'est l'égalité. Bon, et l'égalité, tout le monde le sait, ça ne veut pas dire tout le monde pareil. Mais équité au sens de what's fair, pour moi, ce n'est pas une question suffisante. J'arrive pas à voir ça. C'est pour ça que j'aime ma liste d'épicerie, là. Mes 8 ou 9 ou 10 questions, parce que je ne pense pas que le sentiment d'équité ou d'inéquité ne m'apparaît pas disposé de... Pardon, il y a quelqu'un qui m'a fermé le clapet. Mais ce sentiment d'équité ou d'inéquité ne m'apparaît pas disposé des questions qui structurent finalement le droit à la protection sociale. Donc, ce n'est pas que ce n'est pas pertinent, mais je ne trouve pas que c'est opératoire. Pour moi, le concept opératoire, c'est l'égalité et donc corollairement les discriminations. Donc, si je comprends bien, c'est l'égalité, c'est la protection sociale qui doit assurer l'égalité, dans le fond. C'est ça, c'est avec les mesures de protection sociale qu'on assure l'égalité des gens. Ben, c'est un important contributeur. Or, je reviens à ma fourchette. Si on aborde au Canada le 21e siècle en se disant que la fourchette de réponse économique à la protection sociale, c'est quelque part entre 17 et 37 000, devinez qui va perdre au change. Je ne pense pas que ce soit l'ingénieur chez Lavalin. Donc, ouais, c'est ça. Ça finit toujours que c'est un peu toujours les mêmes, finalement. Donc, j'ai une... Ben, on a... Ouais, dernière petite question avant qu'on passe à des questions. Pensez aussi peut-être maintenant à des questions qui pourraient revenir vers d'autres. Mais peut-être une petite dernière question pour Lucie. Donc, est-ce que cette protection, c'est une belle question comme finale. Donc, est-ce que cette protection sociale inclusive, garantie et pérenne qui consolide les autres droits existe ici ou ailleurs, ou est-ce qu'elle a déjà existé? Par où on commence? Ben, je ne veux pas faire ma vieille nostalgique, ce que je suis, mais si on recule au début des années 70, je dirais que de l'après-guerre au début des années 70, on a considéré, toute chose n'étant pas égale par ailleurs, c'est-à-dire considérant ce qui était à l'époque la composition du marché du travail, des ménages, les taux de scolarité, la nature de la production, le contexte pré-mondialisation, eh bien, toutes ces distinctions étant faites, on n'était pas sur une mauvaise autoroute au Canada au début des années 70. Mais la réforme, prendre un seul exemple, la loi de 1971 sur l'assurance chômage, puisqu'à l'époque, on disait les vraies choses, on n'appelait pas ça la loi sur l'assurance emploi, on appelait ça la loi sur l'assurance chômage, c'est ça, perdre sa job. C'était une loi remarquablement universelle et remarquablement peu pénalisante sur le plan des conditions d'accès. Et on pourrait donner d'autres exemples aussi. Donc, il ne faut pas non plus se comporter comme si
je dirais, 20 ans de grignotage des jeunes, ô combien jeunes acquis de la protection sociale au Canada n'ont pas fait des ravages. Donc, le COVID n'arrive pas de nulle part. Il arrive dans un contexte où le droit a été significativement ravagé au cours des 20 dernières années, 20-25. Parfait. Merci beaucoup. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont dites ce soir. Je vais revenir un petit peu vers le début de la soirée. Donc, il y a été beaucoup question qu'on a catégorisé, donc les gens qui avaient droit à l'aide, donc avec Marie-Pierre, donc ça, les actifs, les inactifs. On a parlé de l'urgence aussi, d'amener des mesures d'aide. Il y a eu aussi des nouveautés qui ont été amenées par la PCU. Par exemple, on a inclus, c'est une semi-nouveauté, comme elle disait si bien, avec les travailleurs autonomes. Puis aussi, donc c'est ça, il y a eu toute la question d'universaliser ou pas cette aide-là. Ensuite, avec Maxime, on a vu un peu que dans l'Ouest déjà, en Ontario aussi, il y a des... on s'en va vers, en tout cas, on pense qu'il y a des signes qu'on s'en irait vers le fameux revenu de base, donc peu importe comment on l'appelle, assurance ou en tout cas. Et ensuite, c'est ça. Donc, quand même, il mentionnait, c'était quand même intéressant aussi qu'il n'y a pas eu énormément d'exclus non plus avec cette PCU-là avec seulement 5 000 $, même si, bon, c'était quand même pas universel, effectivement. Ensuite, bon, avec Lucie, évidemment, il y a été encore beaucoup de questions d'universalité, de qualité de l'emploi. Donc, on ne peut pas tout ramener seulement à un montant, à un revenu. Puis, en même temps, qu'on ne peut pas non plus dissocier le revenu et les services publics, entre autres. Donc, je ne sais pas si ça suscite des questions du public. Donc, on peut peut-être mélanger un peu tous ces concepts-là. Moi, il y en a une spontanément qui me vient. On dirait qu'on a... ça fait seulement 1 an, mais on dirait que c'est passé toutes sortes de choses. Il y a eu des essais, des erreurs. Qu'est-ce qui serait intéressant de garder? Qu'est-ce que la COVID nous aura appris de ces essais-là, ces erreurs-là en termes de revenus, de protection sociale? Donc, Marie-Pierre, Maxime, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu. Si vous êtes inspiré, je vous laisse la parole. Oui, c'est peut-être anecdotique, mais ce que j'ai appris, c'est que pour le meilleur et le pire, l'éthos du travail est bien rentré dans nos têtes. Puis, j'ai eu beaucoup de monde autour de moi qui se sentait coupable d'être sur la PCU parce qu'elle ne travaillait pas. Puis, surtout des femmes, là, je pense à ma mère, entre autres, là, qui, alors qu'elles étaient des proches aidantes, qu'elle allait voir, ma mère allait voir sa mère, elle a gardé mes enfants pendant un temps. Elles ont, ça a été démontré, là, c'est pas pour, on le voit, puis petit clin d'œil, 8 mars vient juste de passer, là, mais les femmes ont été plus touchées aussi par la COVID, puis la reprise aussi pour elles économique est plus lente, là, entre autres parce qu'elles se sont investies. Mais moi, ça m'a vraiment peiné en quelque sorte que, on travaille vraiment beaucoup là-dessus dans le réseau de l'aide sociale pour dire les contributions citoyennes différentes du travail salarié sont très valables et nécessaires à la société, mais on a de la misère à le comprendre, ça, puis à assumer toute la valeur du travail non salarié, là, puis le travail invisible des femmes, entre autres. Ça peine, puis pendant la COVID, c'était nécessaire encore plus que jamais, puis il n'a pas été encore reconnu par les principales concernées. Là, je parle des femmes ordinaires et exceptionnelles en même temps autour de moi. Là. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien déplorable de devoir réaffirmer que, ben non, elle a la PCU et tant mieux. Fait que, ça, je trouve que c'est une
triste leçon. Puis, de voir, c'est ça encore au Québec, là, je le mentionnais rapidement, là, mais le patronat se déchaîner là, contre la PCU, comme quoi ça ralentit la reprise. Puis d'y aller de grosse hypocrisie là, en disant qu'ils en ont besoin, leurs employés sont bien traités, c'est mieux ici. Puis, c'est pas pour rien que s'il y a du monde qui ne veulent pas revenir dans ces emplois-là, quand on leur donne les moyens qu'ils ne reviennent pas. Puis c'est là que je réagirais à une question, là, comment lier inégalité de richesse puis la richesse des super riches à la protection sociale? Mais c'est déjà quand il y a une protection sociale solide, bien, les opportunités d'enrichissement sont moindres parce que les opportunités d'exploitation aussi sont moindres. Fait que, ça va de pair. Fait que, sans dire que c'est magique puis de juste réguler l'accroissement de richesse par la protection sociale. Il y a aussi moyen de taxer là, sur les transactions boursières et autres, là, mais il y a quand même là un levier important à ne pas négliger là, pour tout ça. Bien, une autre question, à moins que quelqu'un d'autre veuille ajouter quelque chose parmi les panélistes. Ça va? Donc, je vais aller avec la prochaine. Donc, c'est une question qui s'adresse aux trois. Donc, pensez-vous que la crise ait favorisé ou défavorisé les conditions de solidarité entre les travailleurs, travailleuses au bas de l'échelle et les personnes assistées sociales, notamment pour revendiquer des programmes universels à la hauteur des seuils de pauvreté? Je pense qu'on devrait laisser celle-là. Maxime, veux-tu parler le premier? Oui, bien, je dirais oui, il y a solidarisation à faire, puis j'ai hâte qu'elle se fasse, puis qu'on puisse travailler plus largement là-dessus. Puis, on l'a vite vu, mais je répéterai encore presque la même chose, mais j'espère dans d'autres mots. Là, on l'a vu comment les travailleurs les plus pauvres, travailleurs aussi au bas de l'échelle, étaient aussi les plus nécessaires. C'était celles dont on ne pouvait pas se priver, mais puis, là, il y a eu plein d'éloges à leur égard, là, comme quoi, enfin, pour une fois, il est important, mais il n'y a pas reconnaissance réelle. Puis, c'est là qu'on le dit plus souvent à l'aide sociale, là, que si on augmente l'aide sociale, mais ce sont les conditions à la base qui vont être augmentées parce que ça met pression à la hausse sur les conditions de travail. Donc, ici, il y a une solidarité qui est toute simple à faire à partir du moment où on s'enlève de la tête les préjugés contre les BS, puis qu'on se dit que si on donne de l'argent à du monde, ils ne travailleront pas. Il y a de quoi de vraiment intéressant à développer. Puis aussi l'idée, ça fait longtemps qu'on en parle, d'abolir les catégories. L'aide sociale, c'est un régime ultra normalisé, puis divisant, qui crée des catégories complètement construite autour de la capacité de travailler, puis c'est médicalisé, c'est même pas en fonction des conditions, des capacités réelles, puis aussi de l'état réel du marché de l'emploi. Mais bref, il y a beaucoup de divisions qui sont faites autour de ça. Alors qu'avec la PCU, là, ici, c'est ce qui est intéressant d'un programme aussi universel, c'est de dire on donne l'argent, peu importe, on sait que les gens en ont besoin. Ça, si on peut s'appuyer aussi là-dessus, ça serait bien intéressant. Fait que, ça, j'ai hâte qu'on travaille là-dessus de manière plus solide, c'est clair. Je voulais peut-être juste ajouter un tout petit commentaire, c'est que je pense que il faut donner une personnalité aux bénéficiaires de l'aide sociale dans le sens suivant, ce n'est pas une abstraction, un ou une bénéficiaire de l'aide sociale. Et quand on consulte les stats, il y a de moins en moins de femmes et il y a de plus en plus de personnes seules et c'est, bon, un ou deux percentiles de plus en hommes qu'en femmes, mais il y a quelque chose à comprendre, c'est que de plus en plus, premièrement, le total des bénéficiaires a décru de manière à peu près constante au fil des dernières années, ce qui est un peu, qui va un peu dans le sens de l'argument de Maxime, dans le sens que ça veut dire qu'avec toute une panoplie d'outils, l'État a réussi à pousser sur un marché du travail dont on ne veut plus parler un nombre significatif de bénéficiaires.
Mais ceux et celles qui restent, ce sont beaucoup aux deux extrêmes de la pyramide d'âge des personnes seules. Et donc, ça donne un sens particulier à cet appel à la solidarité, je pense. Bon, peut-être la dernière question, hein, on se demande toujours où c'est qu'on va trouver l'argent pour tout ça. Donc, j'ai une question qui dit, c'est ça, est-ce que... donc, si on ne remet pas en question l'enrichissement des propriétaires et des banques, par exemple, qui prend forme dans l'augmentation exponentielle des loyers, l'augmentation des revenus pour couvrir ces droits ne revient-il pas à subventionner cet enrichissement? Il y en a qui ont fait beaucoup d'argent avec la COVID et qui en font en général. Donc, dans la société, on en revient un peu toujours à cette question-là. Donc, chers panélistes, que pensez-vous de cette question? C'est une grande question. Je regardais Marie-Pierre, je pensais qu'elle allait prendre la balle au bon, mais juste dire que je ne suis pas naïve, mais il y a des travaux importants à l'OCDE actuellement sur deux fronts, les paradis fiscaux et la taxation des GAFA. Et on peut comprendre un peu la panique, là, même d'États ultra-capitalistes. Je lisais sur le site... je pense que c'est de CBC aujourd'hui, que le coût COVID au gouvernement fédéral, et là, on ne parle pas là, on n'a pas payé les vaccins, là, mais le coût protection sociale, entreprise, appui à l'économie, c'est quelque chose comme 187 milliards de dollars. Donc, le prochain budget est très important parce que si je ne sais au nom de quel résultat électoral on se reprenait de la chimère d'un budget équilibré, on va avoir une conception de la protection sociale à droite plutôt qu'à gauche, si j'ose exprimer ce terme, parce qu'il ne faut pas oublier que nos voisins du Sud, là, ils sont déjà très, très, très engagés dans un impôt négatif de type plus droite que social-démocrate, comme principale dépense de protection sociale à part la santé. Et ils font partie, je pense, de l'équation. Donc, la question, c'est est-ce qu'on va avoir le souci, la tête à l'économie ou la tête à la protection sociale? On dépensera toujours de toute façon en protection sociale, mais quelle sera la dominante du débat vu du point de vue du gouvernement? Marie-Pierre, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Je trouve vraiment mes copanélistes talentueux et non, évidemment que c'est pour ça que la question de la Ligue était pernicieuse, c'est-à-dire la nouveauté. On est quand même dans une... je pense que Lucie a raison. Il y a un carrefour, il y a des expérimentations qui ont été faites, à mon avis, il y a des cloches qui ont été allumées. À certains égards, pour certains enjeux, nul ne peut plus ignorer la division sexuelle du travail, par exemple, l'état des soins pour les personnes âgées. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça va porter à conséquence tant que ça? Est-ce qu'il va y avoir un retour du balancier, c'est-à-dire... sauf si on hallucine une planche à billets, là, il va falloir passer à la caisse et il y a fort à parier que ce que certains pensent comme étant le retour de l'État, puis la légitimation enfin de l'intervention de l'État soit remisée plus vite qu'on ne le pense. Le Québec est un bel exemple. Je ne suis pas habituée de parler essentiellement de ce qui se passe au fédéral et très peu de ce qui se passe au Québec en matière de protection sociale. Puis
les discussions qu'on avait prises ce soir avec Maxime, il y a eu des périodes dans l'histoire de la protection sociale au Québec et au Canada où le leadership était canadien ou fédéral, mais en tout cas, pour ce qui est de la COVID, le Québec nous a plutôt enseigné un mode d'intervention très peu social, justement, et très économiciste. Hein. Le principal argument pour soutenir les emplois de préposés aux bénéficiaires, c'était la loi de l'offre et de la demande. C'est quand même pas très glorieux comme manière de revamper tout un domaine de l'emploi des soins. Bref, je pense qu'on est à un carrefour, on a expérimenté des choses, mais pour être devin de ce qui s'en vient par la suite, je pense qu'il faut le rester extrêmement vigilant parce que tout n'est pas gagné. Nous le serons, Marie-Pierre. Merci beaucoup pour c'était le mot de la fin, en fait, de notre webinaire, le droit à la protection sociale, un droit nouveau. Donc, merci à Lucie Lamarche. Donc, je répète leur titre rapidement, professeure en sciences juridiques à l'UQAM, Marie-Pierre Boucher, sociologue, professeur au département de relations industrielles à l'UQO, et Maxime Boucher, coordonnateur du groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec. Donc, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu avec passion à nos questions. Merci maintenant à tous et toutes d'avoir été avec nous ce soir encore. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. Donc, le prochain webinaire sera le 24 mars sur le thème de la santé publique dévoilée. Donc, c'est un rendez-vous. Je vous souhaite une belle fin de soirée et merci d'avoir été avec nous. Merci Martine pour l'animation, encore une fois. Martine Letarte, notre animatrice. Merci évidemment à nos panélistes et aussi aux participantes d'être venus en grand nombre. N'oubliez pas de vous inscrire à notre prochain webinaire, comme vient de le dire Martine, qui va porter sur la santé publique dévoilée. Et je vous invite de nouveau à devenir membre de la Ligue pour appuyer notre travail, notamment des activités comme aujourd'hui ou ce soir. Donc, bonne soirée, au plaisir.